Bonjour tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo concernant le local. Comment trouver un local, quelles sont les conditions, quels sont les points à respecter pour pouvoir utiliser ce local dans le but de créer une mam en fait. Je vais vous montrer un petit peu déjà nos locaux à nous, donc j'ai les plans quelque part. Donc il faut savoir quand vous recherchez un local, déjà il faut savoir combien d'assistantes maternelles vous allez être à travailler 2 ans. Puisque la PMI va vous demander un certain nombre de mètres carrés minimum par enfant. Donc en moyenne on demande à peu près 10 mètres carrés par enfant. Mais c'est pas un chiffre qui est fixe. C'est-à-dire que la PMI, quand elle vient, elle va prendre en compte le nombre de mètres carrés, mais également l'aménagement des espaces. Parce que si vous avez 150 mètres carrés, mais que, je sais pas, il y a sur les 150 mètres carrés, il y a 50 mètres carrés, c'est une pièce inutilisable, ou une pièce... où je sais pas, vous avez des dortoirs, des chambres qui sont très très grandes, mais du coup les salles de vie sont très petites. Enfin voilà, ça va dépendre en fait de l'aménagement du local précisément. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous êtes 2 assistantes maternelles et que vous voulez accueillir 8 enfants qu'une maison de 80 mètres carrés ça suffira en fait. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc c'est pour ça que c'est très important de faire une visite de faisabilité. Comme je le disais dans la vidéo générale explication de la MAM, nous on a fait une visite de faisabilité avec la PMI, c'est-à-dire que la PMI est venue voir nos locaux, on leur a fait visiter, on leur a expliqué comment on projetait d'aménager chaque pièce, etc. On leur a donné la superficie aussi de chaque pièce. Et du coup la PMI nous a donné un feu vert et nous a donné un nombre d'enfants maximum, et nous ça a été 8. Donc c'est super important de faire ça, de faire une visite de faisabilité. Je ne sais pas si toutes les PMI le font, puisque nous du coup on est dans le 54, mais je sais qu'il y a beaucoup de différences sur les exigences de la PMI selon les départements. En fait c'est pas toujours les mêmes exigences, donc et c'est pas toujours le même fonctionnement non plus. Donc je sais pas si une visite de faisabilité tout le monde le fait. J'espère, parce que c'est quand même bien. Ce que la PMI nous demande également, c'est d'avoir un lieu où on peut accueillir les parents en fait. Un lieu qui fasse soit avoir un bureau, soit un lieu qui fasse office de bureau. Mais un lieu où voilà, on va avoir une table et des chaises, où on va pouvoir se poser pour accueillir les parents, discuter avec eux, etc. Donc ça c'est vraiment... indispensable en fait. La PMI, si vous n'avez pas de coin bureau, elle voudra pas que vous fassiez une même. Si elle vous demande comment vous allez accueillir les parents au rendez-vous, si vous leur dites par terre sur les tapis, la PMI elle sera pas d'accord. Ça marche quand vous êtes assistante maternelle chez vous à la limite, mais en même on est obligé en fait d'avoir ce coin bureau. C'est vraiment une demande de la PMI. On a installé les barrières en haut et en bas de l'escalier, puisque du coup nous on a un étage. On a protégé le four, puisque du coup on a une cuisine avec un four, et donc on était obligé de protéger. En fait c'est un four électrique, donc il y a des boutons qu'on tourne quoi, et du coup les enfants avaient accès à ces boutons, parce que c'est un four qui est installé par terre, qui est installé au sol, donc il y a hauteur d'enfant. Et finalement on n'a pas eu besoin de changer le four parce que notre four est assez vieux, et du coup c'est pas une four à porte froide. Au début la PMI nous avait demandé de mettre un four à porte froide, et finalement ils nous ont dit que c'était bon, qu'il fallait juste protéger les boutons pour pas que les enfants puissent allumer le four et les plaques. Parce que en fait notre cuisine elle n'est pas en libre accès aux enfants, il y a une barrière fermée et les enfants ne peuvent pas y accéder sans nous. Donc en fait quand ils sont dans la cuisine on est toujours là. Donc finalement on a seulement eu l'obligation de mettre les boutons, de mettre des espèces de caches pour pas que les enfants puissent tourner les boutons. Et le four en fait quand on s'en sert pour faire des activités cuisine, des gâteaux, etc. Et en fait on allume le four qu'une fois que les enfants sont sortis de la cuisine. C'est un peu logique hein, mais les fenêtres
Il faut que les fenêtres soient bloquées, qu'il y ait des blocs, des trucs en fait aux fenêtres pour empêcher l'ouverture de la fenêtre sans une sécurité tout simplement. Il faut aussi, il me semble, que les fenêtres soient à au moins 90 cm ou 1 mètre de hauteur, je ne sais plus, mais la PMI avait mesuré la hauteur de nos fenêtres. Des cache-prises dans les prises électriques. Certaines portes ont dû être verrouillées avec un petit verrou en hauteur. Par exemple la porte qui mène au garage et la porte qui mène à la cuisine. Parce qu'en fait, notre cuisine, elle a 2 entrées, entre guillemets. Il y a une porte pour rentrer dans la cuisine. Et en fait, la cuisine, elle donne sur le salon. Mais il y a une barrière qui ferme l'accès. Donc en fait, on a la barrière d'un côté et la porte de l'autre. Mais la porte, la PMI nous a demandé de mettre un verrou en fait. Donc voilà. Sinon, on n'a pas dû mettre des verrous sur toutes les portes. C'est-à-dire qu'à l'étage, la salle de bain, les chambres, la salle d'activité, on n'a pas eu besoin de mettre de verrous. Donc voilà. On nous a demandé juste garage et cuisine. Ça paraît assez logique, je pense. Hein. C'est parce que c'est les pièces qui sont pas du tout... qui sont pas spécialement le plus sécures et qui sont pas dédiées à 100% aux enfants, etc. Donc c'est assez logique. Au niveau du jardin, on a dû clôturer le jardin. Et il faut savoir qu'il est obligatoire d'avoir des clôtures qui font au moins 1,10 m de hauteur. Sinon ça ne passe pas. On a un bassin à poissons aussi, bon, du coup qui est derrière la clôture qu'on a installée. Donc pareil, si vous avez des bassins à poissons, si vous avez une piscine ou un point d'eau dans le jardin, c'est à clôturer au moins 1,10 m. Voilà, donc en fait on a fait tout ça avant la visite de la PMI. Donc la PMI est venue, la maison était vide. Il y avait juste des barrières, des cache-prises... toute la sécurité était faite, mais on n'avait rien aménagé d'autre, tout simplement pour pas dépenser des 1000 et des 100 dans des meubles, dans des jouets, dans des aménagements qui, on ne sait jamais en fait. Si on n'a pas notre agrément, on a dépensé tout ça, on a aménagé tout pour rien. Je vais vous montrer, nous, notre MAM, à quoi elle ressemble, les plans, et vous expliquer rapidement comment c'est aménagé, comment les pièces sont utilisées. Je pense que ça peut être intéressant et je vais vous donner les surfaces aussi de chaque pièce puisque il y a aussi des surfaces minimum pour les chambres. Par exemple, c'est vrai que la PMI, quand on leur a montré les chambres, tout de suite ils nous ont demandé combien de surfaces et combien de lits on pensait mettre dans une chambre. Donc après je ne sais pas quels sont leurs critères. Donc, nos plans, je vais les prendre sous le nez, sinon je ne vais pas pouvoir vous dire tout. Mais je vais les afficher à l'écran, ça sera plus joli que comme ça. Donc, il y a la porte d'entrée. Quand on rentre, ça donne tout de suite sur un couloir. Donc, ce qui est très pratique, que ça donne pas tout de suite sur la salle de vie. Dans ce couloir, du coup, on a des petites toilettes. Enfin, on a des toilettes, je sais pas pourquoi je dis petit. Et un placard où il y a le chauffe-eau. Quand on rentre tout de suite à droite, on a le garage. Donc pour l'instant, il sert pas à grand chose. Il nous sert à stocker des choses, du matériel, etc. Et en fait, ce garage, c'est une pièce qu'on voudrait transformer pour en faire notre bureau. Sauf qu'au niveau du budget, pour l'instant, on s'est concentré sur les autres pièces. Donc le garage sera transformé en bureau d'ici quelques mois, normalement, si tout va bien. Si on reçoit... nos aides de la CAF. Du coup, on n'a pas de bureau dédié, mais la PMI en fait était complètement d'accord pour qu'on utilise notre cuisine également comme un bureau. C'est-à-dire qu'en fait notre cuisine, c'est là où les enfants prennent leur repas. Et du coup, il y a des petites tables, des petites chaises, et quand on a un entretien avec des parents, de toute façon c'est toujours en dehors de nos horaires d'accueil. Donc ce qu'on fait, c'est que les petites tables et chaises des enfants, on les met sur le côté et on a une table qui est accrochée au mur et qu'on a juste à descendre comme ça. Hop, et on va chercher les chaises dans le garage du coup, notre futur bureau. Donc
on ramène les chaises, on les met autour de la table et voilà, on a une table où on peut être à 4 autour, donc les 2 parents plus toutes les deux. Et ça nous permet du coup d'accueillir les parents. Donc on a la cuisine qui fait bureau et cuisine, ça fait 2 en 1. Donc ça, je ne sais pas si toutes les PMI acceptent ça. Je sais pas, peut-être qu'il y a des PMI dans certains départements qui vont vouloir obligatoirement qu'il y ait un bureau exclusivement dédié à être un bureau. Mais nous, ça n'a pas été le cas, donc c'est cool. Cette dépense-là, en tout cas, on a pu la garder pour plus tard, quoi. Mais bon, c'est quand même pratique d'avoir un bureau qui fait que bureau. On a quand même hâte de l'avoir. Ensuite, quand on continue tout droit dans le couloir, on arrive à la salle de vie. Salle de vie qui fait combien de mètres carrés? Salon séjour, 25,58 mètres carrés. Du coup, qui est ouvert, enfin la cuisine est ouverte sur le salon séjour. La cuisine fait 9,75 mètres carrés. Ensuite, on a les escaliers pour monter à l'étage. À l'étage, on a 2 chambres. Donc on a une chambre qui fait 9,94 mètres carrés. C'est la chambre des plus petits, la chambre où on a des lits à barreaux. On a 4 lits à barreaux. Et la deuxième chambre, elle fait 12,59 mètres carrés. Et c'est là où on met les plus grands, donc avec des lits au sol. Et on a actuellement 5 lits dedans. En haut, on a aussi du coup un grand placard qui nous sert de réserve où on peut ranger plein de jouets, plein de matériel pour faire des activités, de la déco de Noël, des trucs comme ça. Donc c'est ce qu'on appelle nous notre réserve. Et elle fait 3,87 mètres carrés. Voilà. Et on a également la salle de bain. Donc où on a un plan de change. Et notre machine à laver, notre sèche-linge dedans. On a également une 3e chambre, mais on ne s'en sert pas comme d'une chambre, on s'en sert comme d'une salle d'activité puisque c'est un très grand espace, ça fait 17,76 mètres carrés. Et du coup, on a installé là-dedans un parcours de motricité, une table avec des chaises pour faire des activités sur table et on a une armoire remplie aussi de matériel. Donc on aime bien dans cette pièce faire de la motricité, des activités un peu salissantes, comme faire de la peinture au corps ou du transvasement, etc. Donc voilà pour notre local à nous, nos superficies, etc. Pour trouver un local, je ne suis pas très bien placée du coup pour vous donner des conseils sur comment trouver votre local. Ce que je peux vous dire, c'est rapprochez-vous de la commune, de votre implantation et voyez avec eux s'ils peuvent vous aider financièrement ou vous mettre un local à disposition. Enfin, si eux, ils ont un local qui est inutilisé, est-ce qu'ils peuvent vous le louer? Est-ce qu'ils peuvent vous le prêter? Est-ce qu'ils peuvent... Enfin voilà, les mairies peuvent éventuellement vous filer un coup de pouce. Après, moi, on n'a pas eu cette expérience-là finalement, puisque le local, on l'a trouvé vraiment par chance en fait. Donc je ne peux pas vous aider trop à ce niveau-là. Voilà, c'est les conseils que je peux vous donner. Ah, on va parler d'un sujet qui fâche. Le RP. Donc... Coucou, c'est la voix du montage. Je voulais juste vous préciser que je parlerai plus en détail dans une prochaine vidéo du prix de notre loyer à la MAM. Étant donné que nous sommes une association, nous pouvons bénéficier de prix un peu plus réduits. Donc je vous expliquerai le pourquoi du comment dans une prochaine vidéo pour que ça puisse être bien clair, parce que je me rends compte maintenant que j'ai pas beaucoup parlé de ça et je pense que c'est quand même assez intéressant. Je vous laisse donc avec la suite de la vidéo concernant ce merveilleux sujet aussi complexe qu'infernal qu'est l'ERP. Allez, bon visionnage. Alors qu'est-ce que c'est l'ERP? Donc ERP, ça signifie établissement recevant du public. Et en fait, vu que votre MAM, elle va accueillir du public, c'est plus une maison d'habitation, c'est une maison à usage professionnel. Donc il va falloir au niveau des services techniques de la commune où vous êtes implanté, faire beaucoup de paperasse déjà pour changer la destination
de votre local. Enfin, si vous trouvez un local qui était avant une habitation et que vous la transformez en MAM. Hein. Parce que si vous trouvez un local qui est un local professionnel, qui est déjà un local professionnel, ça vous fait ça en moins. Mais il vous faudra quand même l'autorisation d'ouverture au public. Donc en fait, ça c'est un gros dossier que vous devez monter, que les services techniques vous aident normalement à monter et qui sera en fait validé par différentes commissions et qui sera signé au final par le maire de votre commune et par je ne sais plus qui. Je l'ai pas sous les yeux là, mais voilà. Nous, on a fait un courrier à la mairie en disant qu'on souhaitait faire une demande d'autorisation d'ouverture au public. Et à partir de là, bah voilà, on a été mis en contact avec les services techniques qui nous ont donné tous les documents qu'on avait à remplir, qui nous ont expliqué ce qu'on devait mettre en place dans nos locaux pour que cette autorisation passe en commission et soit validée par la commission surtout. Du coup, il y a différentes catégories d'ERP. En fait, selon selon votre... Ah, je sais pas trop comment vous expliquer ça. Je vais vous mettre une photo là des catégories d'ERP. Nous, on est un ERP de 5e catégorie R, un truc du genre. Donc ça veut dire, la catégorie R, ça veut dire qu'on accueille des jeunes enfants. Et numéro 5, ça veut dire qu'on accueille très peu de public. Mais un très gros, je sais pas, un gros centre commercial par exemple, qui accueille des milliers de personnes par jour, et ben il va être de catégorie 1 en fait. Donc plus vous allez accueillir de monde, plus vous allez avoir de normes à respecter tout simplement, et plus vous allez avoir de conditions, je pense. En tout cas, c'est pas la même catégorie. Il y a des catégories de 1 à 5, donc la catégorie 5 c'est la moins compliquée en tout cas, et c'est la nôtre, ça tombe bien. Et du coup, il y a catégorie 5, catégorie R. Après, il y a des autres lettres, je ne sais pas ce qu'elles signifient. Nous, on est catégorie R. Voilà, donc je vais essayer de regarder un peu qu'est-ce qu'on nous avait demandé à nous. Il faut que je regarde... Il faut que je regarde les dossiers. Donc en gros, pour le RP, il y avait deux choses principales. Il y avait la demande d'autorisation d'ouverture au public au titre de l'accessibilité. Donc ça, c'est tout ce qui concerne en gros l'accessibilité de la maison pour les personnes qui sont par exemple en fauteuil roulant, enfin pour les personnes à mobilité réduite, pour les personnes qui ont des troubles visuels, etc. Et la deuxième chose, c'était au titre de la sécurité incendie, donc avoir des extincteurs, avoir une alarme, avoir un plan d'évacuation, etc. Et la troisième chose qui s'est fait en parallèle de ça, du coup, auprès des services techniques de notre commune, c'est le changement de destination de notre maison, puisque du coup c'était une maison d'habitation qu'on a transformée en local professionnel. Du coup, pour ça on a dû remplir un petit document de 15 pages, mais heureusement on était concerné par genre 2 ou 3 paragraphes seulement de ces 15 pages, donc on a rempli les paragraphes qui nous concernaient. Du coup les services techniques nous aident, en fait ils nous disent ce qu'on doit remplir, ce qui ne nous concerne pas, etc., etc. Parce que c'est vrai que c'est quand même... faire ça tout seul c'est impossible en fait, vous pourriez jamais savoir ce que vous devez mettre en fait comme information quoi, c'est un peu bizarre. Donc voilà, dans le changement de destination en gros on a rempli les petites choses qu'on nous a dit de remplir, et on a dû donner pareil des plans des locaux, non pas des plans des locaux pour le changement de destination, c'est des plans c'était un plan de la parcelle cadastrale en fait, et ça on a trouvé sur un site cadastre.gouv.fr ou un truc comme ça, où on peut du coup mettre l'adresse de notre maison, et puis ça nous sort les plans cadastrales avec les numéros de parcelles, etc. Au niveau de l'accessibilité, qu'on nous a demandé du coup c'est de remplir
un document également, un CERFA. Attendez, j'essaie de le retrouver. Donc il y a eu une demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant du public et une notice d'accessibilité des personnes à mobilité réduite. En gros, dans ce dossier-là, ce qu'on devait mettre comme... ce qu'on devait joindre pour document, c'était des plans des locaux. Donc des plans des locaux où on devait préciser quels endroits en fait de la maison étaient accessibles au public ou non. Si vous dites que tout le local est accessible au public, ils vont vous demander que tout le local soit accessible aux personnes à mobilité réduite, etc. Et du coup, par exemple, on va vous demander d'avoir des ascenseurs, si vous avez un étage. Donc autant vous dire que c'est pas trop dans le budget quoi de faire installer un ascenseur à la MAM. Donc voilà, en gros, on a mis la cuisine qui est notre bureau et l'entrée comme lieu accessible au public et le reste on l'a mis comme étant privé. Après on a dû aussi joindre des photos de l'entrée, de tout le cheminement en fait depuis la rue jusqu'à l'entrée de la MAM. Donc avec les hauteurs de trottoir, avec le seuil de la porte, la largeur de la porte d'entrée, etc. Et il y a aussi des plans de situation qu'on nous demande. Donc c'est-à-dire un plan en fait où on voit le bâtiment et on voit tout ce qu'il y a autour quoi. Histoire de pouvoir situer le bâtiment, de voir si c'est au milieu d'une forêt ou en plein centre-ville, voir qu'est-ce qu'il y a comme bâtiment autour, etc. On a dû joindre un diagnostic électrique du coup puisque nous la maison c'est pas du tout du gaz, c'est entièrement l'électrique hein, pour le chauffage etc. Donc on a dû fournir un diagnostic électrique pour dire que tout était aux normes. Ça c'était les pièces à joindre au dossier et on a eu une notice d'accessibilité à remplir. Donc en fait ça... Vous avez plein de petites cases à remplir. Donc là par exemple le premier paragraphe qu'on a eu à remplir c'était sur le cheminement extérieur. Donc décrire le cheminement extérieur. Est-ce qu'il y a des obstacles? Est-ce que le niveau du trottoir est au même niveau que le terrain? Est-ce que le terrain est au même niveau que la porte d'entrée? Est-ce que le passage est assez large? En fait il faut que le passage il fasse au moins 1,20 m. Enfin voilà, tout est écrit en fait hein. Par exemple, la largeur du cheminement minimum 1,20 m. Donc nous on a écrit le passage est de plus d'1,20 m par exemple. Je ne vais pas vous détailler tout ce qu'on a mis hein, mais... Donc voilà, ils vous mettent cheminement extérieur, ils vous mettent les conditions à remplir et ensuite vous décrivez comment c'est dans votre MAM quoi. Ensuite on a le stationnement. Donc il faut qu'on ait au moins une place PMR. Donc on a écrit qu'on avait une place PMR dans la cour. On a mis également un plan du terrain où on voit la place PMR, où on voit le chemin jusqu'à l'entrée de la MAM. Voilà, accès au bâtiment, donc il faut décrire la largeur de la porte d'entrée, la hauteur du seuil parce que nous on a un petite hauteur. Ah oui, d'ailleurs ça on nous a un peu embêté avec ça, c'est-à-dire que notre seuil de porte d'entrée il fait 6,5 cm de haut, il fait ça de hauteur quoi, notre seuil. Et du coup il fallait qu'on mette un plan incliné pour les PMR. Donc nous on en a mis un et en fait ça n'allait pas puisqu'il fallait que ce soit un plan incliné au moins à 12%. Donc il a fallu qu'on mette bien un plan incliné qui soit à 12% quoi. Enfin, donc on a dû faire un plan incliné qui fait 50 cm de long pour que la pente ait le degré demandé quoi. Donc voilà, donc on a dû refaire un courrier pour dire c'est bon, on a bien changé le plan incliné, maintenant il fait 12% comme vous l'avez demandé et tout. Parce qu'on avait fait un plan incliné, il était tout petit quoi, enfin il faisait pas 12%, on ne s'était pas posé la question du pourcentage. Du coup on a dû refaire ça. On a dû également dire la hauteur de la poignée de porte, la couleur de la porte, la couleur de la façade.
On nous a demandé les circulations intérieures horizontales, donc voilà, la largeur du couloir, la couleur des portes et des encadrements de portes, la couleur des murs, la largeur des portes, etc. Circulation verticale, on n'a pas mis du coup, puisque nous, on a un étage avec un escalier, mais du coup qui n'est pas accessible au public, donc on n'a pas eu besoin de répondre à ça. Après, vous voyez, c'est des documents vraiment qui sont pour tout le monde, c'est-à-dire qu'il y a tapis roulant, escalier, mécanique. Donc évidemment, on n'en a pas, donc c'est un truc qu'on remplit pas. Nature et couleur des matériaux de revêtement et qualité acoustique, porte, portique et sas. Donc voilà, ils précisent dimension des portes battantes, des portes automatiques, des portillons, etc. Les sanitaires, nous on a mis privé. La sortie, on a mis que c'était la même que l'entrée. Et voilà, tous les autres trucs, on n'était pas concernés. Ensuite, au niveau incendie, on a dû remplir pareil, un petit document avec écrit, avec ce qu'on nous demandait. Hein. Pareil, on a été au service technique et ils nous ont montré le document, ils nous ont montré quels étaient les endroits qui nous concernaient nous et qu'on devait remplir nous. Donc par exemple, il y avait le nombre d'étages, le nombre de personnes qui pouvaient être présents au maximum en même temps dans la MAM, le nombre d'extincteurs qu'on avait installés. On nous demande également d'avoir une alarme pour pouvoir alerter en cas d'incendie. Donc on n'a pas été obligé d'avoir une vraie alarme, de faire installer une alarme. Le minimum, c'est d'avoir un sifflet pour pouvoir alerter le voisinage et alerter tout le monde dans la maison en cas de souci, quoi. Un sifflet au minimum, c'est obligatoire, mais vous n'êtes pas obligé de faire installer une alarme. Voilà ce qu'on nous demande pour l'incendie, et on nous demande également de faire un plan d'évacuation. Donc le plan d'évacuation, vous pouvez le faire vous-même. Il suffit juste d'indiquer en fait où est la sortie de secours, où sont les escaliers s'il y en a, où sont les extincteurs. Et je crois que voilà, c'est ça le minimum à mettre sur son plan d'évacuation. Donc en tout cas, c'est ce que nous, on a fait. Donc voilà, en gros, pour le dossier de l'ERP, j'ai essayé de résumer assez rapidement. Mais voilà, ça vous fait quand même des bons gros dossiers, plein de papiers à remplir, voilà. En fait, c'est des papiers qui sont énormes et quand vous les avez sous les yeux, vous dites mais qu'est-ce que c'est que ce charabia? Et après, vous allez au service technique en disant je ne comprends pas. Et là, ils vous disent alors là, il faut remplir ça. Là, vous n'êtes pas concerné. Là, vous n'êtes pas concerné. Là, vous mettez ça. Là, vous mettez ça. Et heureusement qu'ils sont là parce que sinon, on n'aurait jamais ouvert notre main, hein, clairement. Trop compliqué. Et du coup, on a reçu après tout ça une grosse enveloppe avec voilà, le retour de tous ces dossiers et avec des courriers qui nous disent que la commission a validé, la commission est favorable, etc. Et donc ils nous disent bien que par contre l'avis est favorable dans le respect de certaines conditions. Donc là par exemple, nous former à la conduite à tenir en cas d'incendie, mettre un extincteur au CO2 parce qu'on ne savait pas qu'il fallait mettre un extincteur CO2, donc c'est les extincteurs qui sont pour les risques électriques. On avait mis que des extincteurs à eau et pas des extincteurs au CO2, donc on a racheté un extincteur CO2 et assurer l'entretien et la vérification des installations et équipements techniques. Donc voilà, j'espère que j'ai fait le tour au niveau des locaux et de l'ERP, j'espère que je n'ai rien oublié. Si vous avez des questions ou si vous voulez partager votre expérience dans les commentaires, c'est avec plaisir, je répondrai. S'il y a des questions auxquelles je peux répondre. Et voilà, donc à bientôt pour la prochaine vidéo.